Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Dominique Druon. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes CEO d'Aliad, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. On va parler de la place des femmes dans l'entreprise et notamment au niveau des instances dirigeantes. Mais je voulais commencer avec cette phrase d'Ilham Kadri, qui est la patronne de Solvay, et qui a dit « Les femmes leaders restent des anecdotes ». Est-ce qu'elle a raison, Ilham Kadri ? Elle a totalement raison, Ilham. Évidemment, elle reste des anecdotes parce que ce soit à la tête des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne, ou que ce soit des entrepreneurs, on a moins de 20% de femmes dirigeantes. Ouais. Moins de 20%, c'est pas ce qu'on appelle une minorité. Toutes les études démontrent qu'il faut entre 25 et 30% pour qu'une minorité puisse peser. Donc, elles restent des anecdotes, elles restent des exceptions. Les femmes leaders, absolument. Alors, au niveau des COMEX et des CODIR, justement, on est effectivement à moins de 20%, on est à 17,5%, je crois. Ouais, c'est ça. Est-ce que le problème vient de là ? C'est-à-dire que tant que le COMEX n'est pas féminisé, que le CODIR n'est pas féminisé, finalement, le leader ne peut pas être une femme. Alors, le problème, il vient entre autres de là, mais il y a plein de raisons. Ce qui est sûr, c'est que les rôles modèles ne sont pas des femmes, sauf des femmes d'exception. C'est-à-dire que les femmes qui arrivent tout en haut des organisations, globalement, on sait qu'elles ont à parcourir le parcours de la combattante. Comparées aux hommes, elles doivent en faire beaucoup plus. Ce qui fait que c'est pas forcément encourageant pour les femmes, ça donne pas forcément envie. Y a des femmes qui baissent les bras. Et puis, j'allais dire, une fois que ces femmes sont arrivées à ce parcours de haie, eh bien, certaines considèrent que ça a été tellement dur pour elles qu'elles ne tendent pas forcément toute la main aux autres femmes. Donc, il y a des mécanismes un peu complexes. Si j'ai souffert, autant que les autres souffrent aussi, quoi. Il n'y a pas de raison que... En fait, on analyse que certaines femmes se disent que ça pourrait dévaloriser leur niveau, le parcours qu'elles ont effectué, si on le rendait plus accessible à d'autres femmes. Il y a toujours cette question de la légitimité, en fait. Il y a la légitimité, bien sûr, c'est au cœur des sujets, mais globalement, effectivement, tout le temps qu'on n'a pas plus de femmes qui, dans les organisations, peuvent progresser, c'est-à-dire arriver jusqu'aux instances CODIR, COMEX, eh bien, on n'aura pas plus de femmes leaders. Et pourquoi on n'a pas plus de femmes au COMEX CODIR ? Les raisons sont effectivement multiples. Mais globalement, faut quand même bien prendre conscience que les règles de promotion, les règles de nomination, les règles de nomination des associés, des promotions des managers, des dirigeants, sont des règles qui certes sont les mêmes pour les hommes et les femmes, mais elles ont été pensées, conçues par des hommes qui sont au pouvoir, par des instances dirigeantes masculines, avec un prisme masculin. Je vais être très concrète. Par exemple, l'ascension et l'accélération de l'ascension professionnelle se fait dans les organisations entre 30 et 40 ans. Ouais, avant, on est trop jeune et après, on est trop vieux, quoi. C'est un peu la France. C'est un peu la France. Et entre 30 et 40 ans, il ne faut pas être devin pour pouvoir imaginer que c'est un peu à ce moment-là que les femmes ont leurs enfants. Ont les enfants qu'elles ont avec les papas. Voilà. Donc, en fait, ces règles, de facto, éjectent les femmes. Ah oui, parce que tandis que le papa peut rester travailler et poursuivre sa carrière et sa progression de carrière, les femmes, elles ne sont pas au bureau. Elles ne sont pas au bureau. C'est un exemple concret. Ensuite, on a une culture en France très forte du présentéisme. Très forte du présentéisme. Beaucoup de décisions se prennent après 18h de façon informelle, les réunions le mercredi. Alors ce qui est sûr, c'est que ça va changer certainement, parce que la crise Covid, ce que nous vivons depuis 1 an, fait que le présentéisme a volé en éclats. Et le télétravail, qui avait des freins incroyables, eh bien tous ces freins sont levés. Ce qui veut dire qu'en fait, cette notion ce sont des codes en fait, sont en train là pour le coup de disparaître. Donc ça va peut-être aider un peu quand même. C'est clair que ça va aider. Ce qu'on a aussi conscience, ce que démontrent les études petit à petit, c'est que on voit qu'en fait les aspirations des jeunes générations, les aspirations d'avoir un équilibre, ce qu'on appelle de vie professionnelle, vie perso, un peu plus de liberté, sont complètement alignées finalement sur les attentes des femmes, des mamans.
entre 30 et 40 ans, c'est-à-dire avoir pour les mamans un temps de parentalité, puisque pour pouvoir s'occuper des enfants, et pour les jeunes, hommes comme femmes, avoir cet équilibre de vie, pas forcément de parentalité, mais de vie perso. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de se rendre compte que cet alignement de vision, finalement, du rôle de la société et de la place de la société dans la vie, équilibre vie pro, vie perso, eh bien, les jeunes, finalement, quand ils regardent un CODIR ou un COMEX exclusivement masculin, cloné, avec pas cet équilibre a priori. Sans cet équilibre, ça leur donne pas envie. Donc il y a un vrai sujet d'attractivité des jeunes générations, et il y a un vrai sujet aussi au-delà de l'attractivité, de rétention. De talent. Oui, bien sûr. Donc tout ça, ce sont des signaux sociétaux, en fait, qui permettent d'être confiants sur le fait qu'il va falloir faire évoluer les règles de promotion et prendre en considération ces éléments liés à la parentalité pour les femmes entre 30 et 40 ans, ces équilibres de vie pro-perso. Aujourd'hui, on a beau dire un homme qui demande un congé de parentalité, c'est pas toujours bien possible. Perçu. Est-ce que c'est bien perçu ? Oui. Eh bien non. Donc tout ça, ce sont des étapes, mais effectivement, quelques freins très concrets de l'ascension professionnelle des femmes dans les COMEX, que dire. Ouais, là, Dominique, on dresse un tableau qui est un petit peu noir, mais il y a quand même des choses qui ont évolué. On a fêté cette semaine les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Je crois qu'on est à plus de 45% maintenant de femmes dans les conseils d'administration. Donc il y a quand même des choses qui bougent. On a une évolution quand même. Alors, oui, il y a des choses qui bougent, évidemment. Et effectivement, le 27 janvier, on a fêté les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Alors, c'est intéressant de remettre en perspective qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans. Je pense que vous savez, Aurélie, que c'est un sujet sur lequel, avec Aliat, on travaille énormément. Oui. Le recrutement de femmes administratrices, la prise de mandat, la formation de femmes administratrices. Sans la loi, ça n'aurait jamais été possible. Jamais. C'est-à-dire que la loi, avec des quotas, a créé les conditions du possible. C'est pas parce qu'on a une loi que les hommes se précipitent pour laisser leur place aux femmes. Attention. Et c'est humain, je veux dire, on a envie de conserver son siège, c'est normal. Absolument, ça reste des sphères de pouvoir. Et c'est pas parce qu'on a une loi ça ne reste pas une sphère de pouvoir avec des codes ancrés. Donc tout ceci, une fois qu'on a compris, effectivement, qu'est-ce le bilan de cette loi ? Il y avait énormément de freins. Il y avait des présidents du CAC 40 à l'époque qui disaient qu'on ne trouverait pas de femmes compétentes et qu'en plus, ça n'intéressait pas les femmes. Marie-Jo Zimmermann a beaucoup témoigné la semaine dernière sur tous les... Oui, elle est venue sur Bismart aussi d'ailleurs en parler. Absolument, sur le parcours semé d'embûches pour faire adopter cette loi. Ce que cette loi démontre 10 ans plus tard, c'est que, partout où les médias ont mis un coup de projecteur, c'est-à-dire le CAC 40, le SBF 120, donc les grandes sociétés cotées, partout, eh bien, les quotas des 40% ont été atteints et dépassés. On a 44% au CAC 40 de femmes dans le conseil du CAC 40 début janvier. On en a 46% au SBF 120 et on n'a que des femmes compétentes. Okay ? Donc, le sujet, c'est pas on a recruté des femmes. On a recruté des compétences nouvelles, émergentes, sur des domaines comme la transformation numérique, les impacts sociétaux, les impacts climatiques, la RSE, les nouveaux modèles économiques, parmi les femmes. Donc ça démontre quoi ? Ça démontre que quand il y a des quotas, et quand, en fait, il n'y a pas eu de contrôle, parce qu'il n'y a pas d'instance de contrôle qui a été créée, mais quand il y a eu des quotas, et quelque part les médias ont joué le rôle du name and shame, donc quotas et name and shame, ça marche. Quand il y a des quotas et qu'il n'y a pas de contrôle, c'est ce qui s'est passé puisque les médias n'ont pas parlé massivement du côté en dehors du SBF 120 ou du non-côté, on a plutôt de l'ordre de 27% dans le côté... Ah ouais, il y a un gros différentiel là. De ce qui est visible, et on a entre 20 et 25% dans le non-côté. Donc ça démontre que quand il n'y a pas de contrôle, pas vu, pas pris. Voilà, donc évidemment qu'on peut tirer un bilan. Le bilan, il est effectivement extrêmement positif, si ce n'est que la loi met en exergue elle est incomplète, parce qu'un dispositif avec des quotas, des sanctions prévues, mais sans instance de contrôle, et il n'y a pas eu une seule sanction
qui a été mise en place, pendant 10 ans, évidemment, le dispositif est incomplet. Mais moi, je me posais la question de savoir s'il pouvait y avoir un ruissellement naturel entre les conseils d'administration et ensuite les COMEX et les CODIR. Parce qu'on se dit, si ça atteint une première strate, après, naturellement, ça va remonter. Et donc, le naturellement, il est tout sauf naturel, effectivement. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Mais non, parce que vous voyez bien que quand il y a des quotas et pas de contrôle, déjà, c'est pas naturel, ça se fait pas. D'accord. Donc, c'est que c'est pas naturel. Ensuite, la loi, effectivement, prévoyait qu'il y ait un examen une fois par an du conseil d'administration de ce qu'on va appeler le rapport le rapport des études comparées des rémunérations, des écarts de rémunération et des promotions hommes-femmes. Le rapport intégré. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas fait systématiquement et ça n'est pas contrôlé. Et donc, aujourd'hui, il faut aussi savoir que ceux qui ont un impact quelque part aussi sur mettre en place ce ruissellement, c'est les comités de nomination rémunération. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un examen des niveaux dirigeants, N-1, N-2, N-3 ? Eh bien, ces comités sont encore massivement présidés par des messieurs. C'est vraiment les nominations, rémunération, c'est un peu le pouvoir quand même. Donc c'est leur précaré encore. Encore, quand même, en priorité. Et puis, il y a effectivement beaucoup de résistance parce qu'on a vu qu'il n'y a pas les règles pour les promotions on a vu que ces règles éjectent les femmes. Des schémas assez classiques, c'est ce qu'on appelle le schéma de la gueule du crocodile. C'est quoi la gueule du crocodile ? La gueule du crocodile, c'est quand vous prenez une société, vous regardez le pourcentage parmi tous les salariés de femmes et le pourcentage d'hommes. Et puis vous tracez une courbe. On peut la faire en rose pour les femmes et en bleu pour les hommes, comme ça c'est très visuel. Vous prenez tous les niveaux de management. Premier niveau d'encadrement, puis les niveaux de manager, éventuellement des responsables de site, des responsables de filiales, des responsables de pays, les membres de COMEX, CODIR, dans des cabinets de type avocat ou commissariat ou expertise comptable, les grands cabinets, on va parler dans tout ce qui est partnership, on va regarder jusqu'à nomination associée et les instances de gouvernance. Et bien, ce qu'on constate, aujourd'hui, on a au moins, à part certains secteurs d'activité sur lesquels on pourra revenir, souvent au moins 50% de femmes, voire plus. Et il y a des secteurs même comme le monde du monde du luxe, ou même le monde dans les cabinets des avocats. On a beaucoup de métiers qui se sont féminisés, les avocats notamment, où on a parfois 60-70% de femmes pour 40-30% d'hommes. Et quand vous regardez tout en haut, dans les instances de gouvernance, parfois vous avez 0% de femmes. Et donc le spectre se rétrécit. En fait, vous avez deux courbes qui se croisent. Et donc, c'est ce qu'on appelle la gueule du crocodile. Et 0% de femmes. Donc, ça veut dire qu'on a une instance de gouvernance qui n'est absolument pas le reflet de la population de l'entreprise. Là, le gouvernement semble quand même vouloir aller jusqu'à à répliquer, en gros, la loi Copé-Zimmermann pour les COMEX et les CODIR. Est-ce que ça peut marcher ? Parce que les règles, comme vous venez de le dire, les règles ne sont pas du tout les mêmes de renouvellement. Le rythme de renouvellement n'est pas le même non plus que dans les conseils d'administration. Alors, effectivement, ça, c'est une excellente nouvelle. Effectivement, le gouvernement, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que Elisabeth Moreno. C'est notamment porté, et très fortement porté, par Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher. Oui, il joue collectif, là, j'ai l'impression. Absolument. Elisabeth Borne. Donc, c'est l'économie, le travail et le droit des femmes. Et donc, ce qui est important, c'est que c'est porté par le ministre de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette prise de conscience que démontrent toutes les études, que la mixité sert aussi la performance pérenne des entreprises. Donc, effectivement, il y a collectif. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est la position du MEDEF. La position du MEDEF, il y a encore un an, puisque c'est un projet de loi qui était un peu dans les cartons avant la crise Covid, puis qui a été rangé dans les cartons et qui ressort. Il y a un an, vous regardez les positions du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, ou du MEDEF en général, elles ont évolué en un an. Donc ça, c'est encore... c'est-à-dire qu'il y a des plaques tectoniques, ça bouge, ça bouge.
En fait, il y a une attente sociétale. Il y a une attente sociétale de plus en plus forte et qui est alignée sur ce sujet des jeunes générations. C'est-à-dire, les jeunes ne se retrouvent pas dans des organisations clonées, dont le management, les instances de gouvernance sont complètement clonées. Ensuite, bien sûr que, qu'est-ce qu'on voit? Copé-Zimmermann, il a fallu 10 ans. Et encore, là où il n'y a pas de contrôle, où c'est pas encore appliqué. Mais pour que, j'allais dire, ça n'étonne plus d'avoir des femmes autour d'une table de conseil d'administration. Donc, dans les COMEX, évidemment, c'est un chemin aussi de longue haleine. C'est pas parce qu'on met des quotas que ça va être appliqué tout de suite, dans les 2 ans qui suivent. C'est forcément des schémas dans la durée, sur lesquels il faut travailler sur au moins 3 à 4 leviers. Le premier levier, c'est des règles de promotion, comme on a vu, qui n'éjectent pas, qui n'excluent pas les femmes. Donc ça veut dire sortir de schémas clonés de parcours. On a encore du potentiel après 40 ans. On peut ça me rassure. On peut avoir des vies professionnelles qui ne sont pas forcément linéaires, et c'est ce que nous montre notre société. Et donc, on peut avoir des parenthèses et revenir et rapporter d'autres choses dans l'entreprise en termes de maturité, etc. Faire des parcours d'entrée-sortie. D'ailleurs, c'est ce que veulent aussi les jeunes, pouvoir prendre une année sabbatique, revenir, et pas se faire exclure. Donc, parce qu'ils vont apporter un autre regard, un enrichissement. Donc, faire évoluer les règles de promotion, les élargir. Ensuite, il y a tout ce que le Haut Comité à l'égalité a appelé le sexisme ordinaire. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne doivent plus être acceptées dans des entreprises parce qu'elles étaient pensées dans un autre temps par des instances masculines, consanguines. Non, c'est pas une maladie que de partir en congé maternité. Quand on a 70% de femmes dans ses effectifs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des congés maternité. Pas être devin, et il n'y a rien de plus anticipable. Donc il suffit c'est l'organisation du travail, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Donc il y a toute cette pédagogie, ces formations. Ensuite, il faut former les managers aussi à donner confiance aux femmes. Les femmes, aujourd'hui, ont gagné quelque part la bataille de l'éducation. Il y a 52% de femmes qui sortent plus dans les diplômés pour 48% d'hommes. Et les femmes peuvent avoir, parce qu'elles ont été un peu éduquées comme ça, la naïveté de penser que si on est bon élève et qu'on a les meilleures notes, on va être promu. Non, ça marche juste pas comme ça. Non, ça, je confirme. Voilà. Et donc, il faut aussi encourager les femmes à lever la main. On sait que les femmes, tout le temps qu'elles ne considèrent pas qu'elles ont 90% des compétences du poste qui est ouvert, elles ne vont pas lever la main. Les hommes ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Donc, encourager les femmes à gagner en confiance en elles, former les hommes managers à tendre la main, mettre des règles comme dans toute proposition d'évolution ou d'examen de promotion qui est un candidat homme-femme, par exemple. Et puis, il y a des filières où il faut aller retravailler, j'allais dire, le sourcing au niveau des étudiants et académiques. Et là, ça va prendre au moins 10 à 15 ans. C'est les filières numériques, où la part des femmes dans le numérique a baissé par rapport à... c'est les filières ingénieurs, par rapport... moi, je suis une ingénieure, à ma génération. Il y a moins de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs aujourd'hui que quand je suis sortie dans les années 90. Voilà. Donc. On va arriver au bout, mais je voudrais quand même qu'on parle de la tribune que vous avez co-signée la semaine dernière dans le JDD avec 120 responsables de réseaux féminins et des entrepreneurs sur le thème de la relance paritaire. Moi, je voudrais comprendre, Dominique, que vient faire la parité dans la relance ? Ben oui, alors d'abord c'est une tribune qui est adressée à Emmanuel Macron. On a bien compris que la gestion de la crise Covid s'inscrivait aussi dans une anticipation d'une élection présidentielle. Qui arrive, oui, en effet. Et donc, on va parler de relance économique. On voyait bien qu'on parlait des quotas dans les COMEX et de l'impact de la mixité sur la performance économique. On constate que pendant cette crise, les femmes ont particulièrement souffert, d'abord parce qu'elles représentent beaucoup des emplois à temps partiel. Beaucoup d'emplois ont été supprimés à temps partiel, des emplois plus précaires. Bref, que les femmes sont perdantes sur le plan économique de cette crise. La relance, d'abord,
on pense que on a 4 mesures phares qu'on propose dans cette tribune à Emmanuel Macron, en insistant effectivement sur le collectif du gouvernement autour des 4 ministres qu'on a évoqués. Premièrement, on propose de mettre en place des quotas. Pour les COMEX, les CODIR, ça a démontré son efficacité pour les conseils d'administration. On constate que dans les sociétés où il y a des femmes dans les conseils d'administration parce qu'elles n'ont pas eu le choix qu'il y a des quotas, il n'y a pas de femmes au COMEX. Donc c'est quand on a des quotas, on trouve des femmes compétentes. Quand on n'a pas de quotas, on trouve des excuses. Voilà. Mais oui, c'est bien dit. Voilà. Donc quotas. Deuxièmement, favoriser l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat au féminin est très peu favorisé. Il est peu financé. Il y a seulement, dans les fonds d'investissement, n'investissent que dans 3%. 3% des investissements des fonds sont des entreprises créées par des femmes. Donc là aussi, c'est rien du tout. C'est rien. Voilà. Ensuite, tout ce qui est lié à l'accompagnement, c'est-à-dire pour tout ce que l'État a un rôle à jouer dans les réponses à appels d'offres, etc. On pense qu'il faut mettre plus de critères de mixité dans les dépouillements d'appels d'offres, etc. Et enfin, la revalorisation de tous les métiers dits féminins. C'est le cas beaucoup de métiers dans la santé. On a beaucoup parlé des hôpitaux ou dans l'éducation nationale, etc. Ce sont des métiers. On constate que les métiers, quand ils deviennent féminins, sont moins valorisés. Et on évoque aussi pour cette revalorisation un exemple qui est ce qui s'est passé au Canada et sur l'équité de paiement avec une révision tous les 4 ans à poste équivalent. Il y a une équité salariale. Voilà. Donc on espère que, effectivement, c'est une tribune donc, qui a été publiée dimanche dernier dans le JDD. Alors certes, elle a été lancée par Marie-Éloi et Mégette Bugeaud. Marie-Éloi qui était sur notre plateau il n'y a pas longtemps. Voilà. Qui sont 2 femmes extraordinaires en charge de réseau féminin. Digital Ladies pour Mégette. Pour Marie, femme de Bretagne, Bouge ta boîte. Mais il y a aussi donc énormément de réseaux féminins, donc des présidentes de réseaux féminins, mais des entrepreneurs, dont je fais partie. Et puis je suis aussi dans bon nombre de réseaux féminins, mais il y a aussi des hommes. Les réseaux, c'est important. Les réseaux, c'est très important. Les réseaux, c'est très important, mais c'est loin d'être suffisant. On voit le truc un peu cosmétique. Oui, bon, encore un club de filles, quoi. Enfin, oui, je caricature, mais on entend beaucoup ça. On entend beaucoup ça, mais les réseaux, c'est très important. Regardez les hommes, comme s'il n'y avait pas de réseau d'hommes. On ne dit pas c'est un club d'hommes. Non. Là où les hommes sont très forts, c'est que les réseaux d'hommes réseautent. Les filles sont encore trop scolaires. Dans les réseaux de filles, on travaille. On travaille à gagner de la confiance en soi. On travaille. Voilà, il faut que les femmes apprennent à réseauter. Et surtout, je pense que les réseaux de femmes ont atteint un niveau de maturité où il faut maintenant que les femmes ne fassent pas ce qu'elles reprochent aux hommes, c'est-à-dire continuer de se réunir entre femmes. Il faut maintenant que les réseaux de femmes intègrent les hommes. Et cette tribune intègre. Mais oui. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. C'était ma question d'après. C'était effectivement un moment. La parité se construit avec les hommes. Elle ne se construit pas contre les hommes. Et il y a des hommes qui sont absolument convaincus. Guy Mamoumani, qui est un... Jamais sans elle. Voilà, qui refuse toute, sur un plateau télé, il refuse toute prise de parole s'il n'y a pas une femme. Eh bien, il est exemplaire sur ce point. Et il y a voilà, c'est avec des hommes comme lui, mais il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup dans la signataire. Absolument, que la parité se construira et je dirais la modernité de nos sociétés sera en ligne avec une société plus inclusive. Voilà. Et je parle de la parité homme-femme, mais on peut parler de l'inclusion d'une manière générale. Il se trouve que je suis très engagée sur la parité homme-femme, bien sûr. Merci beaucoup, Dominique Druon, CEO d'Aliat. Merci d'avoir été avec nous. Merci Aurélie. À bientôt. À bientôt.